Salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 25 du 3 du petit journal du crypto. Alors on a un market cap global aujourd'hui qui prend cher, on n'est plus qu'à 1587 milliards de dollars, on perd 9,55% en une journée. On a un Bitcoin qui perd plus de 8,95% à 51 697 dollars. On a Ethereum qui prend une belle claque, mais qui est au-dessus en perte, on va dire, il perd que 7,45 par rapport à Bitcoin qui perd 8,95, donc il a 1602,82 dollars. On a le Tether qui est repassé en troisième position devant Binance Coin qui perd 11,38%, ça c'est une belle petite claque aussi à 233,73 dollars. On a le Cardano qui ne perd que 2,34, ça me fait assez plaisir, hein, mais bon quand même 23% sur 7 jours à 1,12 dollars. On a le petit Polkadot qui repasse en dessous des 30 dollars, par contre lui il perd 16,51%. Bain de sang sur les altcoins. Aujourd'hui, on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 10,49%. On a Uniswap, la licorne, qui ne galope pas du tout et qui perd 14,68%. On a le Theta qui est toujours en 9e position. Je suis assez étonné, je pensais qu'il aurait corrigé beaucoup plus. Il perd quand même 11,79%. Et en 10e position, nous avons le Litecoin qui se maintient dans le top 10, mais il perd tout de même 11,08%. On va regarder s'il y a des top gagneurs aujourd'hui sur la journée. On n'a que 3 crypto-monnaies qui gagnent. Il y a Anchor et Paxos Standard. Mais Paxos Standard, c'est un peu comme le USDT. Conclusion, journée rouge pour les crypto-monnaies. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun journal du crypto. Je fais ça de manière quotidienne. Alors aussi, tu peux nous retrouver sur Facebook et sur Twitter. Tu as les liens en description. Allez, c'est parti, générique. Avant toute chose, je voudrais remercier les personnes qui ont acheté un t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin la semaine passée. Merci à vous, je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, je vous dis un gros merci pour votre soutien. Si ça te plaît aussi, tu peux trouver le lien en description. On va commencer par les news. La première news aujourd'hui, elle est assez folle. Mais bon, voilà, c'est Michael Saylor. Michael Saylor, c'est le PDG de MicroStrategy qui dit que le Bitcoin pourrait atteindre 5 millions de dollars. Qui dit mieux? C'est de plus en plus. La dernière fois c'était 1 million de dollars, maintenant c'est 5 millions de dollars. Je ne sais pas vers où on va, mais bon voilà, c'est quand même le PDG de MicroStrategy. N'oublions pas que le monsieur, il fait du Bitcoin son business. Donc c'est un peu normal que lors d'une interview chez Family Office, il déclare que le Bitcoin pourrait être multiplié par 100. On va citer, monsieur, je peux voir le Bitcoin passer à 1 million, je peux le voir passer à 5 millions de dollars parce que s'il remplace simplement tous les indices en tant que monnaie, d'indices monétaires, pourquoi ne devrait-il pas atteindre 100 milliards de dollars, enfin 100 billions de dollars en capitalisation boursière ou quelque chose du genre? Mais écoute, je pense pas que le Bitcoin va remplacer les monnaies jusqu'ici. Hein. Le plus gros truc qui pourrait arriver et qui pourrait faire très mal à la crypto-monnaie Bitcoin, c'est qu'elle soit interdite justement d'utilisation comme moyen de paiement parce que les États vont perdre leur pouvoir, parce que le Bitcoin c'est ça. Maintenant, bien évidemment, il va monter le Bitcoin, il va continuer de monter. Quand je l'ai connu en 2016, il était à 400 dollars, maintenant il est à 52 000 dollars. Certes, on a perdu 8 000 dollars en quelques jours, mais bon, quand tu regardes, hein, il y a un an à combien il était à 3 800 dollars. Conclusion, le Bitcoin, il continue de monter. Maintenant, il ne faut pas oublier que monsieur Saylor, donc c'est le PDG de MicroStrategy, et que MicroStrategy possède 91 326 Bitcoin. Donc, bénéchu, hein, comme on dit chez moi, bien évidemment, que le type, il prêche pour sa paroisse, hein. Il va pas dire aux investisseurs institutionnels, non, le Bitcoin, c'est bon, quand il a atteint 60 000 dollars, après il va plus monter, tu peux shorter, fieu. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est venez, Saint-Nicolas, tu vois, c'est comme la chanson, venez, Saint-Nicolas. Ben là, c'est pas Saint-Nicolas, c'est venez, les investisseurs, achète-moi des Bitcoins, achète-moi mon produit, comme ça, moi je me fais du max de pognon, parce qu'il va arriver à 5 millions de dollars. Enfin voilà, moi ce genre d'annonce, ça me fait un petit peu rire. Maintenant, on ne sait pas dans 50 ans, ou dans 20 ans, ou dans 10 ans, à combien sera le Bitcoin, hein, bien évidemment. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'annonces pareilles, parce qu'on sait bien qu'un jour il va arriver très haut. Maintenant, 5 millions de dollars, enfin, si ça arrive, je suis content, hein, ça c'est sûr. Hein. Maintenant, voilà. Aujourd'hui, Bitcoin, il chute. Donc, faites attention à ce que vous lisez. Allez, après ça, on va quand même parler de Theta. Donc, le prix du Theta chute de 25% au lendemain après un retard sur le réseau principal. Theta a annoncé que son mainnet allait
être en retard. Au lieu de sortir le 24 mars, le 3.0 devra sortir le mois prochain. Et encore, ils ne sont pas sûrs que ça sorte bien le mois prochain. Conclusion, bien évidemment, le prix a chuté. De plus que ça, le Bitcoin a chuté. Conclusion, ça fait chuter encore le Theta. Maintenant voilà, un petit retard sur le réseau, ça arrive. Maintenant, c'est sûr que sur la crypto, ça se paye direct. Un retard, bam, tu ramasses, tu payes direct. Voilà. Donc n'ayez pas peur, c'est normal. Comme ça, vous savez pourquoi le Theta a chuté. Alors, on a aussi Fidelity et Goldman Sachs qui ont fait une demande à la SEC, à la Security Exchange américaine, pour avoir un ETF sur le Bitcoin. Je pense que c'est la énième demande dans ce sens aux États-Unis, et je pense qu'encore une fois, ce sera refusé par la SEC, vu que la SEC est vraiment anti-crypto-monnaie. Mais je pense qu'en tout cas pour les États-Unis, ce serait bien, et aussi pour l'accessibilité des institutionnels au Bitcoin, ce serait pas mal. Maintenant, je pense que les institutionnels, ils peuvent acheter du Bitcoin réel. Pourquoi faire des ETF? Ça va diluer la masse du Bitcoin qui est fini dans des Bitcoins papier qu'on peut créer à l'infini. Donc on va manipuler le prix, et ça me plaît vraiment pas. Donc personnellement, à mort les ETF. Après ça, on va revenir aussi en parlant d'ETF. Il y a CBOE. Je sais pas si vous connaissez CBOE. CBOE, c'est Chicago Board Option Exchange. C'est la première société en 2017 à avoir lancé des contrats à terme sur le Bitcoin. Mais bon, lorsque le Bitcoin a atteint les $4000, 15 mois plus tard, ils ont retiré l'option de mettre des contrats à terme sur le Bitcoin. Il y a eu CME, Chicago Mercantile Exchange, qui a continué et qui s'est fait beaucoup d'argent grâce à ça. Conclusion, CBE est en train de se dire, je vais peut-être retourner ma veste. Après une petite pause de 2 ans, ma veste Bitcoin, je vais la reprendre, je vais la remettre, je vais la dépoussiérer, je vais faire de nouveaux produits, et je vais proposer ça aux institutionnels. Vu que maintenant les institutionnels, ils rentrent en masse dans les crypto-monnaies, autant se faire du pognon là où on peut faire du pognon. Conclusion, on va relancer un petit produit Bitcoin en option, tranquillou, et voilà. Donc encore une petite news par rapport à l'espace des banques. À côté de ça, on a Flare Network et Cardano. On va enfin savoir demain si Cardano va arriver sur la tant attendue blockchain Flare. Pour le moment, il y a beaucoup de personnes qui veulent que Cardano arrive, même si la majorité des pros Flare demandent est-ce que ça va servir à quelque chose, et Flare rétorque que ajouter Cardano résoudra un problème de liquidité et un problème d'interopérabilité des applications décentralisées. Après, on a quand même Elon Musk qui répond à un tweet de Kim.com. Il convient que Bitcoin Cash présente certains avantages par rapport au Bitcoin. Donc, le mec, il va te chercher des trucs sur une réponse de 3 mots. Regarde ça, c'est juste magnifique. Donc, Elon Musk, même pas 2 mots. Elon Musk met Fairpoint. Donc, Fairpoint, ça veut dire que c'est un point... je sais plus traduire fair en anglais, moi. Équitable, voilà, c'est un point équitable. En fait, t'as Kim.com, le mec qui était derrière Megaupload, qui a déclaré que Bitcoin Cash serait bien plus intéressant pour faire des paiements que le Bitcoin, vu le prix des transferts en Bitcoin. Pour l'instant, un median fee est de 8,92 $, alors que le Bitcoin Cash median fee est de 0,001 $. Et là-dessus, Elon Musk a fait oui, un point équitable, d'accord. Et le mec sur YouTube, il arrive à dire Elon Musk convient que Bitcoin Cash présente certains avantages par rapport à Bitcoin. Yo mec, il a mis 2 mots sur un tweet. Voilà, faites attention encore à tout ça. Lisez vraiment bien, allez voir les sources, renseignez-vous, parce que quand tu dis ça, allez, on te fait un papier sur 2 mots. Parce que c'est Elon Musk. Il a parlé du Bitcoin Cash. Non, il n'a pas parlé du Bitcoin Cash. Il n'a pas dit que Bitcoin Cash convenait mieux que le Bitcoin. Il a juste dit que c'était un point équitable à Kim.com qui lui tracasse des Bitcoin Cash. Il doit avoir un sacré paquet de Bitcoin Cash pour essayer de faire pumper son Bitcoin Cash derrière et se faire du pognon. Voilà, c'est tout ce que moi je vois. Et voilà quoi, comment faire un article sur 2 mots. C'est vraiment magnifique quoi. Franchement, je kiffe des fois l'espace crypto. Je me demande quand même dans quel monde on vit quoi. Après ça, il y a quand même une news qui me plaît, c'est celle des NFT qui arrivent sur Polkadot parce que Kusuma déploie les alternatives à Ethereum. Il y a diverses initiatives d'art numérique sur Kusuma qui montrent
comment la manie des NFT pourrait bientôt prendre son envol sur l'écosystème Polkadot. Il y a diverses équipes de développement telles que Parity, Moonbeam, Ustek, Bitcountry et Codadot qui ont construit des composantes open source pour le NFT sur Polkadot, et ça c'est plutôt sympa. Alors il y a déjà des NFT qui sont arrivés sur Kusuma, c'est le Substrat Punk, c'est une spin-off basée sur le substrat du jeu CryptoPunk, tu sais, ces petites cartes pixelisées qui se vendent 700 000 $ et qui ne servent à rien, enfin, que tu peux mettre sur une TV dans une galerie si tu veux, hein, mais bon, voilà. Et alors, le 26 mars, Kusuma Treasury va organiser la première exposition d'art crypto au monde à Pékin, en Chine. Bien évidemment, ça se passe en Chine. C'est clair que là-bas, les NFT, c'est autre chose que chez nous, même s'il y en a quand même de bons réalisateurs d'NFT en France. Voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, on va passer sur ce que t'attends certainement, l'analyse technique du Bitcoin. Et je te donne en mille, je te montre ça. Donc moi, je t'ai expliqué qu'il y avait cette résistance hier à ne pas casser, parce qu'il fallait absolument que ça tienne la moyenne mobile 200, et le Bitcoin, il n'a pas tenu la moyenne mobile 200 sur du H4. On voit qu'on a retenté une fois de la reprendre, on n'a pas réussi, une deuxième fois de la reprendre, et recta, direct, ça a été bam, on chute. Et là, le Bitcoin continue de chuter. Et surtout, ce qui se passe, pour moi, c'est super important, il y a un signal assez bearish, donc un signal de vente qui vient d'être, qui est en train de se faire en daily, mais on ne pourra qu'en discuter demain. Donc, souviens-toi, hier, je t'ai fait une analyse technique sur du daily, je te disais qu'on était dans ce canal haussier, et qu'on avait rebondi, et qu'on allait peut-être venir rechercher les 72 000 $, ben non. Parce qu'on a rebondi, puis on est remonté, mais le support ici du triangle a dit non, tu ne passeras pas. Pourquoi? Parce que si tu regardes en H4, ce support, en fait, c'était la moyenne mobile 100 périodes et la moyenne mobile 50 périodes qui ont dit non, tu ne passes pas. En plus, tu as eu un dead cross. Un dead cross, c'est un croisement d'une moyenne mobile haute contre une moyenne mobile basse qui est repassée vers le dessus. Donc ça, c'est un dead cross de la 100 sur la 50. Sur du H4, ça pue encore. Et alors surtout, si tu te mets en daily, tu vois que là, on est sur la moyenne mobile 50. Et tu es en train de me dire, ouais, mais ça veut dire quoi sur la moyenne mobile 50? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 202 jours qu'on n'a pas chuté en dessous de la moyenne mobile 50. Ça fait 202 jours depuis le mois de septembre. La dernière fois où on est passé en dessous de la moyenne mobile 50, c'est le 3 septembre 2020. Donc ça fait 202 jours. Et jusque-là, en fait, cette moyenne mobile 50 jouait un peu de résistance. Si tu veux, souvent, elle a soutenu le cours. Tu vois qu'une fois on l'a touché, ça a soutenu le cours. On s'en est rapproché, ça a soutenu le cours. Et là, j'espère qu'elle va soutenir le cours. Parce que si ça ne soutient pas le cours, je pense que la prochaine target en daily, je mets encore bien du daily, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît les gars, elle est là. Elle est à 43 000 $. Ça, c'est ce que moi je pense. Encore une fois, c'est que moi ce que je pense. Mais pour ça, il faut qu'on vienne casser la moyenne mobile 50. En plus, tu vois, sur le RSI, hier, je te parlais qu'il y avait eu un angle qui s'était formé. Ben là, l'angle, regarde ça. On est sur cet oblique-là, on en a recréé une autre encore plus forte. Donc voilà. Pour l'instant, on n'est pas encore sur un retournement. On est sur un retracement. On retrace cette montée ici. Donc, tu vois, un retournement, en fait, il faudrait qu'on casse les 43 000 $. Là, on aurait un retournement de tendance. Parce qu'en fait, ici, tu as une montée, on va chuter, et si on rebondit dessus, tu as juste un retracement de 100% qui vient de s'opérer. Par contre, si on casse, on fait plus de 100%. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut voir ça? On prend le Fibonacci, on vient, on le met là. Voilà, donc tu vois bien 100% ici. Donc ici, on est dans un retracement. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à moyenne mobile 50, elle est en même temps sur le Golden Pocket, le 61,8 et le 65% de Fibonacci sur du daily. Maintenant, si on vient chercher les 78% de Fibonacci et les 100% de Fibonacci, et qu'on rebondit là, c'est un retracement. Par contre, si on casse les 100% de Fibonacci, ça s'appelle un retournement de tendance. Et là, on partirait à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on viendrait faire un bas plus bas que celui-là. Donc ici, tu as ce bas, là, le creux ici, et si on vient casser là, on ferait un bas plus bas que ce précédent là, et du coup on partirait à la baisse avec des hauts plus bas que les précédents. Voilà, c'était Willtimer pour un petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'on est sur un retracement? Est-ce qu'on est sur un futur retournement de la tendance de fond du Bitcoin? Perso, je pense que c'est un retracement. J'espère qu'on va retracer et qu'après ça va repartir à la hausse. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom.
et choose Bitcoin. Peace.